Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des sciences et des techniques, dirigé par Paul Devels. Émission préenregistrée le 15 mars 2018, diffusée vendredi 29 juin de 18h à 21h et réalisée par Franck. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Bonsoir chers auditeurs. Nous avons ce soir, disons, une émission très particulière, je dirais exceptionnelle aussi, parce que dans cette émission, nous désirons rendre hommage à, je dirais, quelqu'un de très bien, à la fois sur le plan humain, le plan professionnel, sur tous les plans. C'est une personne remarquable. Cette personne remarquable, malheureusement, est décédée le 31 juillet de 2017. Son nom était Jocelyn Moulin. Ce monsieur est, comme je le dis, nous allons parler de sa vie et de son action, mais ensuite nous allons parler aussi de tous ses combats et nous allons les reprendre en expliquant pourquoi ces combats sont importants. C'est une personne qui en particulier a été le créateur de l'association Kokopelli. Kokopelli, ça s'écrit K-O-K-O-P-E-2-L-I, et toutes les personnes qui ont un jardin savent que cette association est le seul endroit important où l'on peut trouver facilement des graines de variétés potagères anciennes, au lieu d'avoir des graines de variétés F1 sans aucun intérêt gustatif que l'on trouve dans toutes les jardineries. Kokopelli joue un rôle très particulier dans la préservation de l'environnement et de la vie, comme on va le voir tout à l'heure. Alors Jocelyn Moulin a créé cette association en 1999 et comme je vous dis, il faut que cette association et tout le combat de Jocelyn Moulin continue. Nous allons très vite savoir pourquoi. Alors Jocelyn Moulin est déjà venu à Radio Courtoisie dans une émission qui a été consacrée à l'activité des semences, les semences potagères, des semences de ferme. Nous avons longuement parlé de ces questions il y a, je pense, 2 ans. Je n'ai pas la date précise en tête. Et si vous voulez, cette émission avait eu un vif succès. J'espère que, en mémoire de Jocelyn Moulin, l'émission d'aujourd'hui continuera sur cette lancée. Alors, nous avons 2 invités de marque, bien entendu, pour en parler. C'est Madame Claire Chanu. Nous nous appellerons peut-être dans cette émission par nos prénoms, mais je tiens à ce que vous connaissiez son nom complet. Alors, et Madame Karine Fleth, F-L-E-I-T-H. Toutes 2 sont impliquées très profondément dans l'activité de Kokopelli et d'un mouvement qui s'appelle le mouvement des femmes semencières, dont vous pourrez parler par la suite. Et je pense que le mieux serait tout de suite de vous donner la parole de façon à ce que vous exposiez votre point de vue sur cet homme qui nous a quittés et que nous regrettons, et qui est Jocelyn Moulin, et son combat et les raisons pour lesquelles il faut continuer son action à l'avenir. Alors, je vous donne d'abord peut-être la parole à Madame Claire Chanu, et je vous prie de continuer votre présentation peut-être, parce que j'ai été très bref à votre égard, et de dire qu'est-ce que vous faites dans cette association, comment vous avez rencontré Jocelyn Moulin et pourquoi vous l'avez en sympathie. Madame Chanu. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole, une parole libre et reproductible, comme l'est la semence pour laquelle nous travaillons. Donc, je m'appelle Claire Chanu et je vais vous expliquer dans mon parcours à quel moment j'ai rencontré cet être auquel on rend hommage aujourd'hui, Jocelyn Moulin, qui est devenu un frère, un ami avec lequel j'ai œuvré tant qu'il était là sur le chemin du vivant et pour lequel maintenant j'ai une affection
très très présente qui demeure et dont j'essaie de porter le message que je prends comme ce qu'il nous a transmis de son vivant comme un héritage que on va pouvoir maintenant qu'on s'efforce de transmettre et de partager avec ceux qui sont encore ici et puis les générations qui nous suivent. Donc moi je suis née en 1960 et j'ai été très tôt fascinée par le phénomène de la photosynthèse que je prends comme un phénomène éblouissant qui fait que on est sur cette planète aujourd'hui, qu'on peut y vivre, qu'il y a une atmosphère propice au développement des différents règnes. Et donc j'ai porté porté par ce beau phénomène de la photosynthèse, j'ai décidé d'en faire mon métier et j'ai fait pour ça des études de paysagiste, d'architecte du paysage. Ces études m'ont beaucoup nourri. Ce qui s'est passé par contre, c'est qu'au moment de rentrer dans la vie active, je me suis rendu compte que le paysage était plutôt devenu un enjeu politique, stratégique et économique, et que les gens qui avaient les moyens de s'offrir les services d'un paysagiste, c'était plus souvent ou essentiellement pour gagner des élections ou faire reluire leur profil que véritablement par passion de ce règne végétal et pour aller dans le sens que j'imaginais moi, c'est-à-dire de redonner à la terre un côté d'Éden, le côté d'Éden qu'il n'aurait jamais dû perdre d'ailleurs. Donc j'ai assez rapidement changé mon fusil d'épaule pour ne pas servir des choses qui ne me convenaient pas. Et un petit peu plus tard dans ma vie, j'ai été frappée de stérilité. Enfin, je me suis retrouvée, en tous les cas, confrontée à la question de la stérilité, alors que j'avais j'éprouvais vraiment l'envie de donner la vie. Eh bien, ça ne venait pas. Et bon, après différentes interventions, j'ai fini par donner le jour à aujourd'hui une jeune fille. Et quand cet enfant est né, je me souviens très précisément de ce qui s'est passé. C'est que j'ai réalisé que ce parcours de stérilité m'avait fait rentrer en résonance avec la stérilité de la planète. Et que quand je tenais ce jeune enfant dans mes bras, je me disais qu'elle était née dans une famille et un pays où elle allait très probablement ne manquer de rien, en tout cas sur le plan de la nourriture. Et que par contre, il y avait tout un tas d'autres femmes à travers le monde qui, ayant donné la vie, n'arrivaient pas à nourrir leurs enfants et les voyaient mourir de faim dans leurs bras. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu comme une évidence que ce fabuleux phénomène de la photosynthèse qui m'avait tant ébloui quand j'étais sur les bancs du collège allait devenir pour moi la façon d'œuvrer pour la fertilité déjà, que j'avais tant à cœur de servir, mais aussi pour donner au peuple la possibilité de se nourrir. Or, fatalement, quand on prend les choses sous cet angle et qu'on se dit qu'on veut nourrir le monde, se pose la question de la semence. De quelle semence se sert-on pour nourrir l'humanité ? Et de constat et de compréhension et de révélation en révélation, j'ai compris que la semence était littéralement, la semence qui sert à faire pousser notre alimentation, était littéralement sous séquestre, et que la semence vivante, la semence du domaine public, la semence qui était l'héritage de générations et de générations de paysans, était devenue hors la loi. Donc, ce chemin faisant de compréhension, j'étais en Inde un jour et j'y ai rencontré pour la première fois celui qui est devenu mon frère de la semence, Jocelyn Moulin. Jocelyn Moulin qui était le trésorier de Cocopelli.
Donc il gardait le trésor de Cocopelli. Il faut bien entendre ce qu'est un trésorier. C'est quelqu'un qui garde le trésor. Et donc Josselin lui-même a co-créé l'association Cocopelli en 1999 avec Dominique Guillet. Et donc en 2007, quand je l'ai rencontré, l'association avait déjà 8 ans. Et donc cette association a la vocation de faire produire, distribuer et vendre des semences potagères, des semences florales, des semences de plantes médicinales et de plantes aromatiques, de vendre et de les donner aux particuliers, puisque les professionnels, pour des raisons qu'on verra ultérieurement, n'ont pas le droit de produire à partir de ces semences du domaine public. Donc voilà comment j'ai rencontré Josselin en Inde en 2007. Et donc j'ai eu l'infini bonheur de partager 10 ans de sa vie, puisque 10 ans après notre rencontre, il a quitté le plan terrestre, mais il continue néanmoins, avec tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous a transmis, d'accompagner notre chemin qui se poursuit, on le verra tout à l'heure plus largement, avec le mouvement des femmes semencières. Merci de cette présentation qui est très personnelle et très belle à la fois. Je voudrais un petit peu, pour que les auditeurs comprennent le fond du problème, et nous allons y revenir comme vous allez le voir, c'est que l'association Cocopelli est née du constat que, en fait, beaucoup de variétés de potagères, alors ça peut être par exemple des tomates, ça peut être des concombres, de tout ce qu'on veut, eh bien, les variétés étaient mises sous séquestre d'un certain nombre de sociétés semencières qui les enregistraient de façon légale, peut-être abusive, parce que c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher d'enregistrer une variété, et qui interdisait de facto la culture et la commercialisation des variétés anciennes. Alors ces variétés anciennes, eh bien, ce sont souvent, par exemple, des légumes qui ont beaucoup plus de goût que ceux que l'on commercialise typiquement sur les marchés. Et en fait, comme ce sont des variétés qui ne sont pas brevetables parce qu'elles sont anciennes et tombées dans le domaine public depuis très longtemps, eh bien, elles n'intéressent absolument pas les marchands de graines, qui préfèrent imposer que l'on se serve de leurs semences, qui sont souvent d'ailleurs des choses horribles, puisque ce sont des hybrides F1 qui sont stériles, et on est obligé de racheter les semences chaque année. Donc il y a une mise sous séquestre de toutes les variétés de semences par ces sociétés qui essaient d'imposer aux horticulteurs, aux maraîchers, qu'on ne puisse pas se servir d'autres semences que celles qui sont dans le catalogue du GNIS. Alors bon, on parlera du GNIS. Et devant cette situation, alors justement, Josselin Moulin, qui était issu d'une famille de grainetiers, si je ne m'abuse, eh bien, s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas abandonner toutes ces variétés anciennes, et il s'est mis à les diffuser. Et justement, le problème de la diffusion de ces variétés, il faut que ça se passe dans un cadre légal très compliqué, puisque en fait tout est fait pour qu'on ne puisse pas le faire et pour que les maraîchers ne puissent pas commercialiser ces variétés. Alors bien sûr, peu à peu on arrive à sortir de ce carcan, mais disons il y a d'un côté les marchands de graines importants qui veulent obliger qu'on se serve d'un tout petit nombre de variétés sur lesquelles ils ont des brevets, sur lesquelles ils ont des monopoles, et empêcher que l'on puisse semer ses propres tomates, récolter les graines de tomates. Vous savez, lorsque vous avez une tomate qui arrive à maturation, vous avez des graines dedans et vous pouvez les ressemer. Si vous avez une variété ancienne de tomates, les graines pousseront. Mais si vous avez une variété, vous achetez une tomate au supermarché, vous pourrez faire ce que vous voulez avec les graines, elles sont stériles de façon volontaire. Et Cocopelli est né de cette idée
de diffuser ces variétés anciennes. Et bien sûr, ce mouvement a été tout de suite attaqué par les grainetiers, les semenciers officiels. Et le combat de Jocelyn Moulin a été le combat de Cocopelli, entre autres, parce qu'il a voulu conserver d'une part les variétés anciennes et les diffuser pour ceux que ça intéresse. J'ai résumé un peu cette situation, mais tout ceci est dans le cadre d'un imbroglio juridique et législatif extrêmement délicat à présenter, et je pense que vous pourrez en parler en développant tout ça en détail. Alors, Madame Flette, peut-être pourriez-vous dire quelques mots ? Bonsoir, ravi de vous retrouver sur Radio Courtoisie. La dernière fois, c'était en compagnie de Claire Chanu et de Jocelyn Moulin. C'est une rencontre qui s'est passée il y a maintenant plus de 18 ans avec Jocelyn. Et c'est quelque chose qui a transformé, si je puis dire, ma façon de voir les choses. C'est une rencontre tout à fait hasardeuse sur un salon parisien, puisque en fait j'ai 43 ans et que j'ai passé la plupart de ma vie en milieu urbain. Étant petite, j'ai quand même eu la chance de pouvoir aller régulièrement à la campagne pour pouvoir m'épanouir dans le verger de mes grands-parents, pour pouvoir faire également un petit peu de jardinage. C'était une chance pour moi de pouvoir se connecter à cette nature, puisqu'en milieu urbain, quand vous êtes une enfant, vous êtes le plus souvent complètement hors sol. Et un jour, Un jour, vous avez été en contact avec Jocelyn Moulin lors d'un salon, et ça vous a inspiré pour la suite. Oui, alors j'étais là en fait pour une rencontre avec des... Désolée. Non, avec des... Si vous voulez, l'idée de ça, c'est que vous avez ce contact que vous avez avec Jocelyn Moulin a complètement changé votre façon de voir les choses, qui était celui d'une citadine, et vous avez ensuite orienté vos activités dans le sens de la vie, en quelque sorte. Alors, si vous voulez, essayons de serrer les problèmes. Si on était dans un monde parfait, eh bien, vous auriez bien entendu des semenciers qui créent des semences nouvelles. Bon, c'est dans leur métier. Et ces semences nouvelles ont pour objet de, par exemple, des tomates, des graines de tomates, de donner des variétés qui fournissent des tomates en quantité. Le problème, c'est que la quantité n'est pas toujours la qualité. Et il suffit un jour, alors chers auditeurs, ceux qui ont eu cette expérience, d'aller dans un verger et de prendre une branche de tomate et de la frotter sous le nez. Ça a un parfum absolument extraordinaire. Et ce parfum n'existe plus dans les variétés qu'on achète au supermarché, parce que ce sont des variétés qui ne sentent pas, qui d'ailleurs n'ont même pas de goût, alors que certaines variétés anciennes sont parfumées au point que l'on puisse sentir l'odeur de la tomate dans un saladier situé à 1 mètre. Alors pourquoi est-on arrivé à cette situation ? Bien parce que, effectivement, il y a tout un corpus législatif qui oblige les horticulteurs, ou tous ceux qui cultivent des légumes, et c'est également vrai pour les semences agricoles, eh bien d'acheter leurs semences, parce que pour commercialiser par exemple une tomate, il conviendrait, si on se réfère à la loi, que cette variété soit clairement cataloguée à l'intérieur d'une famille de variétés enregistrées dans un annuaire. Et l'enregistrement dans cet annuaire est très coûteux, ce qui fait que les variétés anciennes n'ont pas été enregistrées dans aucun annuaire, tandis que les variétés nouvelles le sont. Et lorsqu'un horticulteur veut commercialiser ses tomates, eh bien, précisément, on va lui dire, mais c'est quelle tomate ?
D'où viennent-elles? Est-ce qu'elles ont un numéro d'enregistrement? Et s'il n'y a pas de numéro d'enregistrement, eh bien, il ne peut pas les vendre. C'est à peu près ça. Alors, tout à fait, oui, vous avez tout à fait raison d'insister sur cette obligation d'inscription au registre du GNIS, qui est le Groupement National Interprofessionnel des Semenciers. Et l'obligation donc d'inscrire les variétés qui peuvent être ensuite commercialisées est très intéressante parce qu'il faut que ces semences répondent à 3 critères qui sont les critères distinction, homogénéité et stabilité. Alors, distinction, on peut tout à fait l'admettre. Pourquoi ? Puisqu'il ne faudrait pas que 2 semences qui ont été trouvées à des endroits différents de la planète soient inscrites au même catalogue. Donc, ce critère-là, un critère de distinction, il on faut peut les le comprendre. distinguer par rapport aux autres semences du même type. Voilà, donc ça, c'est un caractère sur lequel il n'y a rien à dire. Par contre, le caractère d'homogénéité, lui, on est complètement en désaccord avec ce caractère d'homogénéité, puisque la vie elle-même est la diversité. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait que pour que des plantes puissent être inscrites dans ce catalogue, elles doivent correspondre à ce critère-là? C'est complètement fou. C'est vraiment les critères uniquement de l'industrie pour servir l'industrie agroalimentaire. Tout doit être pareil puisque il faut que ça rentre dans les cartons, dans les mêmes cases et que tout produit qui vienne du nord, du sud, de l'est ou l'ouest de la planète doit avoir la même apparence. Donc ça, c'est déjà ce caractère-là. Quand on y pense, il est complètement aberrant par rapport justement au désir d'aller vers la diversité. Et puis, le dernier caractère, c'est la stabilité. Alors, qu'entend-on par stabilité quand on parle de semences qui, de toute façon, ne se reproduisent pas? Elles ne se reproduisent plus, puisque ces semences-là, qui sont bien souvent des semences hybrides F1, sont obtenues dans les laboratoires, ce sont pas des hybrides de plein champ fabriqués par la nature, ils sont fabriqués par l'industrie semencière. Et donc, pour obtenir cette stabilité, on fait du travail de clonage et donc ce que je voulais expliquer, c'est qu'est-ce que veut dire stabilité par rapport à une semence qu'on ressème chaque année en repartant de semences de l'industrie, puisque si on ressème une semence hybride F1, elle va dégénérer et on n'obtiendra rien du tout d'équivalent à la semence de la première génération. Donc en fait, la stabilité dans ce cas-là veut dire que une semence qui porte une semence hybride F1, qu'elle soit semée n'importe où sur la planète, une année 1, une année 4 ou une année 10, elle devra être stable. Ça veut dire qu'elle devra être la même, toujours la même. Alors, dans un processus de nouveau du vivant, où il y a des adaptations permanentes au milieu qui se passent, mais on se rend compte que ces semences ne s'adaptent pas au milieu, que c'est le milieu qui est fait pour s'adapter à la semence. Donc, on est à l'inverse des forces de la vie et on voit à quel point toute notre alimentation aujourd'hui, qui est devenue de plus en plus une alimentation, en tous les cas sous nos contrées occidentales, une alimentation industrielle, eh bien, est produite à partir de semences qui ne portent aucune des caractéristiques du vivant, de l'adaptation et de la fertilité. Donc on est dans une situation qui pour nous est intolérable puisque le but de la vie c'est de se reproduire et que on ne peut pas imaginer d'avoir des semences qui ne s'adaptent pas et ne se reproduisent pas. Alors, essayons d'être un peu plus explicites pour comparer les semences anciennes
qui sont fertiles aux semences, les hybrides F1 typiquement, qui sont vendus par l'industrie semencière pour, être cultivés par les maraîchers. Prenons l'exemple d'une tomate. Si vous avez une variété ancienne, vous aurez des petites, des grosses. Elles sont colorées peut-être de façon différente, un peu plus verte, un peu plus rouge, et elles sont intrinsèquement à l'intérieur d'un même plant de tomates, d'une même variété, elles ont des différences. Alors, idéalement, pour l'industrie des tomates, il faut absolument qu'il n'y ait pas de différence, que toutes les tomates aient l'air rigoureusement identiques et de préférence avec le même calibre, la même taille, qu'un même plant de tomates ne puisse pas fournir des grosses et des petites tomates à la fois. Il faut que la variété soit identique à elle-même et stable au sens que, si vous voulez, dans un ensemble de lots de graines, il n'y ait pas de divergence possible entre deux tomates semées de graines différentes. Et cette chose, et ça voudrait dire, par exemple, que si vous voulez acheter, essayons de passer au règne animal, tous les poulets sont identiques, toutes les tomates sont identiques, et par-dessus le marché, pour éviter qu'il puisse y avoir des hybridations lorsque, par exemple, on ressème des graines de tomates, les graines de tomates sont stériles lorsqu'elles sont vendues. Disons, elles poussent une fois, mais les graines qu'on va recueillir sur les tomates qui auront mûri ne sont pas fertiles. Et ça veut dire qu'il y a ces variétés anciennes qui sont extrêmement riches en diversité, riches en goût, et on va les remplacer par des hybrides artificiels qui vont obliger les maraîchers à s'alimenter en graines auprès d'un semencier. Alors, bien sûr, si par exemple un maraîcher sème ses propres tomates à partir de variétés anciennes, il risque d'avoir des problèmes pour la commercialisation, parce qu'on va lui dire, mais attendez, vous avez des tomates qui ne se ressemblent pas. Et ça devient quelque chose d'extrêmement lourd sur le plan technique, parce que ça fait disparaître, en fait, toutes les variétés anciennes s'il n'y a pas quelqu'un qui, les conserve en quelque sorte. Et à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu des gens comme Jocelyn Moulin, ça veut dire que tout un ensemble de légumes anciens aurait disparu du monde. Disparu purement et simplement. C'est-à-dire que pratiquement, imaginez que Jocelyn Moulin n'ait pas été là. Est-ce que vous pensez, Madame Chanu, que, si vous voulez, il y aurait certainement beaucoup de variétés anciennes de légumes qui auraient disparu? Alors, je vais répondre à cette question en l'élargissant un tout petit peu, puisqu'en fait, il y a deux phénomènes dont parle l'ensemble de nos gouvernants. Le premier, c'est l'autonomie alimentaire. Tous les dirigeants des pays du monde parlent d'autonomie alimentaire. Là, je veux revenir sur cette sémantique qui est absolument terrible parce que ils parlent de sécurité alimentaire alors qu'on n'a plus aucune sécurité semencière puisque la semence ne nous appartient plus. La semence appartient à des lobbies et des lobbies qui nous empêchent même d'avoir accès aux semences du domaine public. Les semences du domaine public disparaissent à vue d'œil. Il y a un effondrement de la diversité maintenant qui est connu, qui est chiffré. Alors c'est difficile de savoir ce que ces chiffres veulent dire, mais enfin il semblerait qu'il y ait 75% des semences paysannes, des semences primaires qui aient disparu à cause du jeu des semenciers industriels. Et tout le monde parle de diversité, de la biodiversité. Il y a une agence française maintenant de la diversité. On essaye de la conserver alors que tout est mis en place pour que ces entreprises la fassent disparaître cette diversité. Donc il n'y a plus qu'aujourd'hui des gens qui ont conscience de cette disparition de la diversité, qui peuvent être gardiens de cette diversité en continuant de reproduire et de créer, parce qu'on peut encore créer, c'est pas quelque chose de très très difficile, c'est en tout cas faisable par des gens qui ont quelques connaissances, de créer des nouvelles variétés qui vont être résistantes à la sécheresse par exemple, puisque c'est un phénomène qui se pose de plus en plus à nous. Et donc ce sont aujourd'hui les individus
et les petites associations qui peuvent faire ça, puisque le monde agricole est totalement soumis à ce diktat de la semence des semenciers. C'est donc aux petites associations, et heureusement que l'association Cocopelli a pris ce train très tôt en marche pour conserver des variétés qui auraient probablement disparu depuis, puisque avant l'association Cocopelli, il y avait l'association Terre de Semences, où le travail était déjà le même, de conservation de ces variétés du patrimoine de l'humanité. Et c'est vrai que Jocelyn nous a littéralement transmis cet héritage de conservation et de compréhension de cette richesse sans limite de la vie qui se donne à elle-même. Et c'est ce que nous portons au mouvement des femmes semencières d'une autre façon. Et peut-être que je vais pouvoir passer la parole à Karine Flett, qui donc fait partie de notre mouvement et qui a bien connu Jocelyn, pour qu'elle dise de son côté plus terrain, ce qu'elle sent de la situation. Avant qu'on fasse ça, je voudrais quand même faire le bilan et bien insister sur la nature du problème, c'est-à-dire les semences anciennes. Tout est fait pour qu'elles disparaissent. Tout est fait pour qu'elles disparaissent parce que les variétés anciennes n'ont pas les critères demandés d'homogénéité, de stabilité qui sont exigés des normes. Elles ne sont pas normées, c'est-à-dire qu'elles sont fluctuantes. Et il est parfaitement possible à un agriculteur de récolter des graines de variétés anciennes, par exemple de récolter des graines de tomates, il va pouvoir les semer et à ce moment-là, il y a un problème qui va se poser, il ne va pas pouvoir facilement les commercialiser. C'est-à-dire qu'il a le droit, par exemple, d'aller vendre ça sur des marchés, mais s'il veut passer, par exemple, par des grands marchés comme Rungis ou d'autres, on ne va pas lui prendre ses tomates parce qu'elles ne sont pas cataloguées dans un groupe reconnu et inscrit au registre du CNIS, c'est encore cette chose épouvantable qui a été imposée par les pouvoirs publics. Ce qui veut dire que si un agriculteur ou un maraîcher ne peut pas cultiver ces variétés, imaginons qu'il le fasse quand même, eh bien, d'abord, il faut qu'il trouve les graines, mais imaginons qu'il les trouve et qu'il les cultive, il faut encore qu'il arrive à les vendre. Alors, il pourra les vendre si c'est une vente directe, par exemple, dehors d'un marché, mais s'il s'adresse à la grande distribution, eh bien, elles ne sont pas acceptées parce qu'elles ne correspondront pas aux normes. Alors on est dans un monde d'une complexité absolument inouïe, dans la mesure où effectivement la législation interdit aux cultivateurs, soit-il exploitants ou paysans, d'acheter ces semences qui ne sont pas inscrites au catalogue. Donc pour pouvoir les acheter, elles doivent être inscrites au catalogue. Cependant, il y a des exceptions, notamment dans le monde de la céréale, où le statut de paysan boulanger vous permet d'échanger vos semences de céréales avec d'autres paysans boulangers, vous permet aussi de reproduire cette semence pour produire votre propre pain, mais il faut pour ça être pas seulement paysan, mais paysan boulanger. Dans le monde de la plante potagère, eh bien, il y a quelques années, un paysan avait reproduit ses tomates à partir de semences primaires, de semences vivantes. Et il s'était aventuré à vendre ses tomates, mais aussi les semences et les plants, puisque quand on fait de la semence, souvent les paysans vont jusqu'au plant, parce que quand ils proposent ça sur les marchés, c'est plus facile pour un particulier de partir du plant que de partir de la semence. Et donc il a été visité par la répression des fraudes, et il y a eu un procès à son encontre, parce que si les tomates, il avait le droit de les vendre, il n'avait en aucun cas le droit de vendre les semences et les plants, qui sont considérés tous les deux comme du matériel de reproduction, et c'est ça qui est interdit à la vente.
C'est le matériel de reproduction. Donc en fait, il a été relaxé parce que c'est vrai que cette législation, elle est tellement contraire aux lois de la vie que je pense que les tribunaux, même si ils ont la compréhension que sur le plan légal, c'est pas juste. Sur le plan de la vie, ils ont jugé que ils ont relaxé ce paysan. Mais cette histoire va très très loin parce que c'est tout le monde du vivant qui, par le biais des brevets, qui sont donc des droits de propriété intellectuelle, c'est tout le monde du vivant qui est mis sous séquestre et qui devient un enjeu commercial sans limite, donc sur les semences végétales, comme on vient de le dire, mais sur aussi les semences animales, et c'est en train de glisser doucement vers le règne humain. D'où cette émission pour rendre hommage à Jocelyn Moulin, donc, qui était le porte-parole de cette association Cocopelli, qui a eu la vision de ce qui était en train de se passer sur cette dérive de séquestration du vivant. Jocelyn Moulin a été un des promoteurs du combat contre l'injustice du monopole des semences, et en même temps, c'est quelqu'un qui a toujours mené ce combat de façon pacifique, c'est-à-dire sans agressivité. C'est une chose remarquable que cet homme n'était pas méchant pour dessous, si j'ose dire. Et en même temps, il a voulu, à chaque fois, il s'est attaqué à ces monopoles qui sont en même temps extrêmement dangereux. Alors on parle de la diversité. Combien y a-t-il de variétés de tomates inscrites au catalogue Niche? Il y en a peut-être moins d'une dizaine, enfin c'est un peu plus, mais disons c'est une quantité extrêmement limitée, alors que dans le catalogue de Cocopelli, les graines de tomates, c'est 5 fois plus ou 10 fois plus. C'est plus de 300 variétés de 300 tomates. Variétés. 380. 380. Donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les variétés officielles sont en nombre très réduit. Et en même temps, de ça, très homogène, ce sont des variétés qui sont pointues en quelque sorte. Et la grosse difficulté de la culture de ces variétés, c'est qu'il peut très bien se faire qu'arrive par exemple un charançon, un prédateur, un ver, qui, par exemple, c'est le cas pour un certain nombre de végétaux. Aujourd'hui, on a vu disparaître, par exemple, des frênes, on a vu disparaître des platanes, on a vu disparaître, par exemple, récemment, les buis. Tous ceux qui ont des buis dans son jardin ont constaté qu'à cause d'une chenille qui a été arrivée on ne sait comment par avion ou quoi, eh bien les buis ne peuvent survivre que s'ils sont aspergés d'insecticides, et sinon la chenille tropicale qui est arrivée dessus bouffe toutes les feuilles et la plante crève. Donc on pourrait très bien imaginer, ça s'est fait, que par exemple sur les plants de tomates, eh bien il y ait une espèce de phénomène d'agression par un insecte ou par quelque chose qui vienne, disons, une moisissure, ou qui vienne complètement détruire les récoltes des tomates officielles. Et précisément, c'est là où la nature a une puissance extraordinaire, parce que lorsqu'on a 380 variétés de tomates différentes, il s'en trouvera toujours pour résister à cette agression. Alors que si les tomates qui sont cultivées ne forment que de l'ordre de la dizaine, eh bien, il est très vraisemblable que, à ce moment-là, on risque d'avoir une extermination totale de l'espèce. Et ça s'est produit, en particulier pour des arbres, pour d'autres végétaux qui ont été d'un seul coup agressés. Et le fait que ces arbres n'avaient pas une variété interne suffisante fait que d'un seul coup, tout a disparu. Donc aujourd'hui, les buis disparaissent et peut-être que les tomates disparaîtront, ou alors ce qu'il faudra les asperger d'insecticides, il faudra les traiter et on ne pourra plus avoir de récolte sans traitement lourd pour arriver à la maintenir. Je voulais rajouter, d'ailleurs, on trouve des espèces assez extraordinaires dans les jardins des particuliers. J'ai cet exemple de ce cerfeuil qui a plus de 100 ans, un cerfeuil tubéreux, qui est très difficile maintenant à trouver en semences reproductibles. Et en fait, il faut savoir que beaucoup de jardins familiaux, des jardins de grands-parents recèlent de véritables trésors et justement qui sont des hyper résistants.
Alors, je voudrais que les auditeurs aient bien conscience d'une chose. Vous avez des tas de plantes qui, si elles ne sont pas cultivées dans le but de les maintenir, eh bien, disparaissent. Et on pourrait sortir du cadre strict de la, disons, des semences potagères, c'est-à-dire des tomates, des carottes, pour aller, par exemple, vers les rosiers. Les rosiers, c'est clair que, par exemple, les rosiers anciens ne se reproduisent pas par semis, parce que si vous prenez des graines de rosiers anciens et vous les semez, vous obtenez d'autres rosiers qui sont pas les mêmes que ceux que vous avez, parce que presque tous ces rosiers ont été obtenus par hybridation. Donc, pour obtenir un rosier, il faut soit le bouturer, ce n'est pas possible pour pas mal de variétés, soit le greffer, et c'est la solution qui est retenue. Donc, si vous n'avez pas une horde de jardiniers qui va recueillir les variétés anciennes de rosiers pour les regreffer à nouveau tous les 10 ou 15 ans, parce que au bout de 15 ans, un rosier a tendance à mourir de sa belle mort à cause de simplement du fait qu'il n'est pas enraciné sur ses propres racines, eh bien les variétés disparaissent. Et vous avez des conservatoires de rosiers anciens, comme par exemple à l'Île-et-Roses, justement, à Sangerhausen. Et si ces conservatoires n'existaient pas, eh bien, il y a des quantités de rosiers anciens à fleurs magnifiques qui disparaîtraient complètement. Et dans certains jardins de grand-mère, vous avez certains de ces rosiers que personne ne connaît, qui sont magnifiques. Et il y a exactement le même phénomène pour les tomates, pour les carottes, pour les navets, c'est-à-dire qu'on a abouti à la force de faire des sélections artificielles ou des sélections de semences par les gros groupes de semenciers. On peut les citer par leur nom. C'est par exemple Syngenta, c'est Monsanto d'ailleurs et d'autres qui en particulier ont mis un monopole sur ces variétés et en réduisant de façon drastique leur nombre. Et du coup, on s'aperçoit en fait que ces connaissances sur ces variétés anciennes et résistantes sautent des générations, puisque nos grands-mères qui ont conservé ces rosiers ou ces variétés anciennes, quand on rencontre les jeunes populations, ne sont absolument pas au courant que les semences qu'ils ont en grande surface ne sont pas reproductibles. Ça va encore plus loin, puisque maintenant on propose même un peu partout sur le marché des semences enrobées de toutes les couleurs qui ressemblent à des bonbons bien connus par les enfants. Et du coup, toute cette culture, je veux dire même patrimoniale, disparaît. On va bientôt arriver comme au poisson carré de la cantine. Mais c'est clair. Alors, juste aussi, vous parliez de semences enrobées. C'est encore un piège épouvantable parce que les grainetiers vont vous dire, bon, vous allez semer quelque chose et puis peut-être qu'il va y avoir des oiseaux ou peut-être des insectes ou des charançons, des taupins qui vont manger la plante dans ses jeunes années, lorsqu'elle commence à pousser. Alors, on va enrober les graines d'insecticides, de substances toxiques qui fait que pratiquement vous n'aurez pas ce problème. Et même ces substances toxiques, dans certains cas, tuent les oiseaux qui picorent les graines, donc ça élimine tous les obstacles à la culture de ces graines. Et lorsque la plante a poussé, parfois elle reste toxique pendant toute la durée de végétation, ce qui fait que, par exemple, les abeilles ou les bourdons qui vont venir butiner sur ces plantes, eh bien, vont crever également. Donc, on a une espèce de situation où tout est fait pour créer une vie factice, c'est-à-dire des graines qui n'existent que parce qu'elles sont fournies par les semenciers industriels en très petit nombre et la suppression par extinction naturelle des variétés anciennes. Je dis bien par extinction naturelle. Pour les rosiers, c'est absolument évident. S'il n'y a pas quelqu'un pour regreffer les mêmes variétés d'une année sur l'autre, alors ça existe par exemple dans des conservatoires, dans des grandes rosées, mais parfois vous avez des variétés qui disparaissent complètement. Eh bien, pour les graines potagères, c'est encore pire, parce que justement, vous avez une belle variété
de carottes, par exemple, qui est une variété locale, qui ne s'apparente à aucune des variétés cultivées de façon, je dirais, industrielle, eh bien, il faut, pour que cette variété arrive à survivre, qu'une fois que la plante soit montée en graines, eh bien, on ramasse les graines et on les resserre. S'il n'y a personne pour ramasser les graines, eh bien, cette variété va disparaître complètement. Et c'est là où Cocopelli a innové dans son action. On s'est rendu compte aussi par la modification de nos façons de cultiver nos jardins, par la façon aussi d'utiliser donc ces fameuses graines hybrides, qu'on avait une perte très importante en nutriments au niveau de l'alimentation, et que les principes actifs que développent les plantes pour se protéger ou pour pouvoir prospérer dans le jardin après des plantes compagnes est beaucoup moins puissant et donc beaucoup plus sujet à attraper des maladies. Alors vous avez ce merveilleux roman de Giono où vous avez un paysan qui cultive son propre blé avec ses mains, qui le dépique. Et puis, bien entendu, et comme il a une variété ancienne, il est le seul pour lequel le blé a mûri. Et il arrive à vendre son blé, disons très cher, parce que tous les autres paysans qui cultivaient à peu près le même type de variété, entre autres, ont eu leur récolte disparaître. Alors je ne vais pas rentrer dans la littérature, mais le vrai problème aujourd'hui, c'est il n'y a pas que les semences potagères, il y a les semences, par exemple, de céréales, où, par exemple, les producteurs de céréales sont quasiment dans l'obligation d'acheter leurs semences à Limagrain, à Syngenta, à Monsanto, à un grand grainetier. Et pourquoi ? Parce que sinon, ils vont avoir du mal à vendre leur récolte. Ensuite, imaginons qu'ils arrivent à avoir ce qui s'appelle des semences de ferme, c'est-à-dire qu'ils gardent leur blé pour le ressemer. Eh bien, à ce moment-là, si jamais, par exemple, leur champ est à proximité d'un champ où on cultive du blé Monsanto ou du blé Limagrain, etc., eh bien, il peut s'hybrider. Et s'ils s'hybrident, on va leur dire que, disons, c'est une plante où il y a un vol d'un matériel breveté. Alors, c'est pire que ça, c'est-à-dire que disons, compte tenu des protestations qui ont eu lieu par les paysans eux-mêmes, qui veulent pouvoir disons, faire leurs semences et garder un certain nombre de semences pour le ressemer l'année suivante, eh bien, la pression, par exemple, de sociétés professionnelles est pour les pousser à semer des semences, par exemple, qui sont répertoriées comme étant la propriété industrielle, en quelque sorte, des semenciers, mais ils ont le droit de faire ça en les ramassant eux-mêmes, mais en versant des royalties, si vous voulez, des intérêts. C'est quelque chose qui est un peu pervers. C'est-à-dire que on va fixer un petit peu plus profondément les choses en ce qui concerne les OGM, parce que jusqu'à présent, là, au cours de l'émission, on a surtout abordé les semences hybrides F1, qui sont des semences... Pouvez-vous, madame, dire un peu aux auditeurs qu'est-ce que c'est au fond qu'une semence hybride F1 ? C'est quelque chose qu'on voit, mais ceux qui ne savent pas ce que c'est restent un peu comme un mystère. Alors c'est... Eh bien, ce sont des semences qui sont obtenues à partir de cultures de lignée pure. Alors, c'est difficile un petit peu d'entrer dans la partie biologique de l'histoire, mais disons que ce sont des semences qui sont obtenues par appauvrissement génétique et recroisement au bout d'un certain nombre d'années, juste avant que les plantes ne meurent, d'appauvrissement génétique justement. Et à ce moment-là, quand on recroise ces deux lignées qui ont été appauvries génétiquement, on obtient un effet qu'on appelle l'effet hétérosis, qui est comme un effet rebond, comme si la plante savait qu'elle allait mourir et tout d'un coup elle exprime le plus haut potentiel de ce qu'elle peut donner.
Et ces semences, donc, qui ne sont pas des semences du tout hybridées naturellement, mais de façon artificielle, sont appelées des semences hybrides F1. Une fois qu'elles sont obtenues, elles sont clonées. Et ces semences, quand on les sème, la première année, elles donnent un rendement qui est élevé. Et elles ont perdu tout un tas de qualités nutritives, énergétiques, gustatives. Elles ont perdu beaucoup de qualités, mais elles expriment ce qui est intéressant pour l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire il y a un gros rendement, elles sont toutes identiques, elles mûrissent toutes au même moment et elles sont faciles à travailler comme un produit, quoi. C'est plus une alimentation, c'est plus une nourriture, c'est un produit industriel qu'on peut commercialiser facilement. Et puis surtout à la génération suivante. Alors ces graines, ces plantes, ces hybrides F1, ces plantes qu'on ressème, alors il y a encore quelque chose, on peut éventuellement même aller jusqu'à les déshybrider. Cependant, ce qu'on obtient les premières années, c'est complètement dégénérescent. C'est-à-dire que quand on va ressemer, mettons, des semences d'une tomate hybride F1, on va obtenir des choses qui ressemblent absolument pas à la plante mère et donc on ne pourra pas commercialiser. Donc c'est un frein absolu pour les professionnels qui doivent retourner tous les ans acheter leurs semences. Alors la problématique qui est encore plus importante que celle de la perte de la biodiversité, c'est la perte des savoir-faire associés à la reproduction des semences et à la conservation. Comme aujourd'hui, on assiste à la perte de connaissances en matière de cuisine. Je veux dire, aujourd'hui, la plupart des jeunes, je voudrais pas généraliser complètement parce qu'il y en a qui se penchent vraiment sur la question de comment est-ce qu'on se nourrit, avec quoi et comment on prépare ce qu'on mange. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est quand même la junk food. On appuie sur un écran, on tend sa carte bleue et on passe avec sa voiture, on reçoit un sac avec son repas. On n'a pas la moindre idée de ce qu'il y a dedans, la moindre idée de sa provenance, la moindre idée de comment ça a été préparé, la moindre idée de tous les additifs et les perturbateurs endocriniens qu'on a pu ajouter à cette nourriture pour qu'elle soit consommable. Et donc, il y a une vraie perte de connaissances culinaires pour cette génération. Mais déjà, à la génération des gens qui sont nés après-guerre, il y a une perte fabuleuse de la connaissance sur les savoir-faire de reproduction de la semence, puisque, après-guerre, est arrivé le déploiement de la chimie et de la mécanisation, dont on a dit aux agriculteurs qu'ils allaient leur sauver la vie, qu'ils allaient les rendre riches, qu'ils allaient pouvoir travailler beaucoup moins et gagner beaucoup plus. Donc cette dérive, elle est complètement pernicieuse, elle est quasi invisible. Et aujourd'hui, on est arrivé à ce point où moi j'ai vu des jeunes adolescents auxquels j'ai demandé comment on reproduisait une semence et ils savaient même pas que la semence était quelque chose de naturel. Ils pensaient juste que c'était une granule qu'on allait acheter et qui allait développer un plant de semence. Plant de tomate, pardon. Alors, je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie. C'est le libre journal des sciences et des techniques. Et l'émission d'aujourd'hui est en hommage à Jocelyn Moulin, et qui est le fondateur et promoteur de l'association Cocopelli, qui est décédé en juillet 2017 et qui en fait a eu une action extraordinaire pour le maintien et la conservation de variétés anciennes, de graines, surtout de légumes. Madame Flette. Oui, je voulais rajouter qu'en fait, je travaille avec des jeunes sur des jardins collectifs et il y a un rapport qui était paru il y a déjà 2 ans. Un petit sondage avait été fait sur justement ces adolescents. On avait posé des questions toutes simples en leur demandant, par exemple, est-ce qu'ils savaient ce que c'était qu'une betterave ? Et les chiffres étaient vraiment alarmants. Plus de 70% des enfants ne savaient pas reconnaître une betterave. Donc je me retrouve en accompagnant des jeunes de 12 à 19 ans à devoir vraiment
représenter les fondamentaux. Et c'est vrai que du coup, ce cycle qui peut leur être proposé d'aller de la graine à la graine avec les semences donc, que j'utilise de Cocopelli, on se rend compte qu'on a vraiment perdu beaucoup de choses et que c'est vraiment très important de retrouver ça. Alors il faut quand même savoir que tout a été fait en France pour écraser le monde agricole. On est passé de millions de paysans à quelques centaines de milliers. Et l'essentiel des jeunes dont vous parlez sont des jeunes qui vivent en milieu urbain, qui n'ont absolument aucune connaissance de l'agriculture. Oui, je suis d'accord, mais il y a beaucoup de Madeleine de Proust qui ressortent, peut-être des odeurs d'enfance. On a aussi une population cosmopolite. Et donc, un exemple tout simple, à La Défense, nous avons créé plusieurs jardins pour accueillir justement ces populations. Et sur le second jardin que nous avons créé, nous avons posé, en partant d'une feuille blanche, une seule question. Qu'est-ce que c'est pour vous un jardin ? Et nous sommes arriver à un résultat très sensoriel, très vraiment dans le ressenti. Même si ces populations sont complètement déconnectées au sol, avec ces jardins, on a la possibilité de les reconnecter au sol, mais aussi de les reconnecter à leur nature. Et on a vraiment des partages autour de ces cultures qui sont formidables. Oui, mais j'entends bien ceci, si vous voulez, c'est humain. Mais le véritable problème qui se pose, c'est un problème dramatique qui est un problème juridique. Je vais prendre un exemple. Bon, bien sûr, vous avez la grande culture agricole qui consiste à arroser les champs d'herbicides, arroser les cultures d'insecticides, de prendre des graines qui sont traitées de façon chimique de toutes les façons possibles. Alors le résultat, les vers de terre disparaissent, les insectes meurent et ainsi de suite. Et en fait, pour que ces plantes poussent, il faut en même temps les arroser d'engrais chimiques. C'est devenu une espèce d'industrie chimique. Et bien sûr, il y a une réaction contre cela, qui est le retour vers l'agriculture traditionnelle, qui, curieusement, eh bien, on le découvre aujourd'hui, lorsque vous faites une culture de blé par des méthodes traditionnelles, le rendement n'est pas plus mauvais que si c'est une culture où on arrose d'engrais chimiques. Mais ce qui se passe, c'est que si, par exemple, un agriculteur veut venir au bio, eh bien, en pratique, eh bien, il a 3 ans de latence entre le moment où il passe de l'agriculture industrielle à l'agriculture bio. C'est-à-dire, pendant 1 an ou 2, il ne va pas pouvoir vendre sa récolte qui va être ni l'une ni l'autre. Et, bien entendu, pour un agriculteur, le fait d'avoir 2 ou 3 ans de perte dans son exploitation agricole, ça risque de l'envoyer à la faillite. Et il y a des fonds structurels qui sont théoriquement prévus pour aider les agriculteurs à passer au bio, et ces fonds ne sont pas distribués, ils ne sont pas utilisés. Ce qui veut dire que, par exemple, beaucoup d'agriculteurs aimeraient revenir aux méthodes de culture anciennes, aimeraient revenir aux semences de ferme, mais tout est fait pour leur interdire. Alors, dans le cas des semences véritablement potagères, qui sont celles qui ont concerné Cocopelli avec Jocelyn Moulin, eh bien la situation est encore plus dramatique. Il y a un risque complet de disparition de ces variétés si elles ne sont pas cultivées d'une année sur l'autre. Heureusement, Cocopelli a constitué un réseau d'amateurs, si j'ose dire, ou de semi-professionnels ou de professionnels qui acceptent de cultiver ces variétés anciennes, et si ces amateurs ou si ces collaborateurs, disons, n'existaient pas, eh bien, les variétés disparaîtraient complètement, Madame Flett. Oui, parce que c'est vrai que les semences qui sont proposées par Cocopelli, ce ne sont pas les maraîchers, les professionnels qui viennent les chercher dans les salons ou ailleurs. Ce sont les particuliers, ce sont les collectifs de jardins. Voilà, donc en fait, ce sont plein de petits îlots de personnes qui apprennent à reproduire leurs semences. Et donc, voilà, c'est un enchaînement, en fait, de plein de petites forces. Voilà, c'est moindre. Un exemple de tomate peu fréquente, mais vous en avez, par exemple, la cornue du Pérou.
Cornue du Pérou, c'est une tomate qui est toute noire. Et en fait, on se dit, ce n'est pas possible que ça soit une tomate. Et lorsque vous la découpez, ça a un parfum formidable, une salade de tomates avec de la cornue du Pérou. Alors, mesdames, messieurs, allez sur les marchés qui sont dans les villes et essayez d'acheter de ce genre de tomates. Peut-être dans le sud-ouest et encore, vous n'arriverez pas à en trouver. Alors, beaucoup de gens qui ont la possibilité de faire des cultures maraîchères. Alors, il y en a, heureusement. Il y a des personnes qui ont un jardin, qui se font un potager. Il faut en même temps qu'il y ait du soleil pour que les tomates arrivent à pousser. Eh bien, font ça et ils découvrent des variétés qui ont un goût complètement différent. Alors, les gens se font bluffer aussi sur les marchés parce qu'on a créé des variétés qui ressemblent aux variétés anciennes. On a fait du neuf avec du vieux et du coup, on peut trouver par exemple les fameuses cœurs de bœuf ou encore les green zebra ou les petites tomates toutes noires aussi. Voilà, il y a j'ai envie de dire une dizaine de variétés. On a l'impression que ce sont des variétés anciennes et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que oui, le système a créé des fausses variétés anciennes. C'est encore autre chose. Et alors là, ça pose le problème. Je ne sais pas si on va en parler. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, le réseau des producteurs de semences, le RSP, qui, en fait, essaie de faire une action pour le maintien de certaines variétés anciennes, mais dans un cadre qui n'est pas clair. Alors, ce qui se passe, c'est que, malheureusement, le vrai problème, et qui est défendu par Cocopelli, c'est véritablement de faire en sorte que les variétés anciennes soient libres. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'imposition de normes pour ces variétés anciennes, qu'on puisse les cultiver et les vendre librement. Ça, on en est loin actuellement. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette même tendance, c'est celle de l'accaparement de l'industrie. Et que ce soit le phénomène que vient de décrire Karine, c'est-à-dire que les variétés anciennes les plus populaires, les plus vendues, les plus attractives, elles ont déjà fait l'objet d'hybridation F1 et bien sûr qu'on voit sur les marchés en gros écrit tomates cœur de bœuf, mais pour la plupart ce sont des tomates qui sont produites à partir des graines hybrides F1 dégénérescence des semenciers. Il y a aussi toute la question qu'on a commencé à aborder et qui est essentielle, la question du bio, parce que si tout au début quelques paysans et agriculteurs ont voulu se démarquer de l'agriculture chimique et ont refusé d'utiliser des produits chimiques, ils ont néanmoins été obligés, contraints de prendre des semences hybrides F1, même si elles étaient produites sans produits chimiques, puisque c'est la législation. Donc il y a tout le domaine de l'agriculture biologique qui est en train d'être aussi accaparé maintenant par l'industrie. C'est du bio-business, ce qu'on appelle le bio-business, c'est-à-dire que c'est de la monoculture de produits bio sous des serres qui poussent et puis qui sont ensuite transportés d'un bout à l'autre de la planète pour aller nourrir des marchés émergents. Le bio, c'est un marché complètement émergent puisqu'il grossit sans cesse. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tout ce qui va servir ce monde de l'industrie va être poussé en avant et tout ce qui va servir le monde du vivant, de la préservation de la diversité, de la préservation des savoir-faire, des liens locaux, d'une alimentation vivante, d'une médecine vivante et d'une médecine traditionnelle, tout ça est littéralement empêché systématiquement par les pouvoirs en place qui veulent garder absolument le contrôle sur nos existences. Alors il faut d'abord distinguer deux choses. On peut très bien cultiver des tomates hybrides F1, la pire des choses qui soit sans goût, avec homogène, etc. On peut très bien faire une culture complètement bio, puisque pour que ça soit bio, eh bien, il faut qu'il n'y ait pas d'insecticides ou d'herbicides, c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de traitement chimique. Enfin, il y a tout un cahier des charges à respecter, mais ça n'a rien à voir avec les variétés anciennes. C'est-à-dire les variétés anciennes, on peut aussi éventuellement les arroser de produits chimiques, elles ne seraient pas bio.
Mais si vous voulez, l'idéal, c'est d'avoir des variétés anciennes qui soient bio. C'est les deux, à la fois deux qualités différentes. Et pour revenir à ça, pourquoi est-ce que les variétés modernes sont très souvent pas bio du tout? Parce que, en fait, ce sont des variétés tellement pointues sur le plan de la culture qu'elles ne peuvent pousser qu'à l'aide de certains engrais, à l'aide de certains insecticides, parce qu'elles sont intrinsèquement fragiles en culture. Et je dirais, on pourrait prendre la comparaison avec des céréales. Bon, par exemple, du blé. Le blé fait l'objet d'abord de sélection, d'hybridation, de sélection. Et en fait, la plupart du temps, la sélection est est faite pour essayer d'obtenir le maximum de rendement. Mais ce rendement, est lié si vous voulez, à la climatologie de l'endroit où ce rendement a été mesuré. Et il n'y a pas de variété qui soit parfaite, en réalité, pour être cultivée aussi bien à Perpignan qu'à Dunkerque. Et ces variétés qui sont passent partout, en fait, la plupart du temps, on observe des baisses du rendement nominal prévu assez importantes parce qu'elles ne sont pas adaptées sur le plan local. Et c'est une des difficultés de l'uniformisation des variétés semencières qui tentent à être imposées par la grande industrie. De la même façon, parlant des tomates, des radis, des navets, des poivrons, etc., il est clair que la culture de certaines variétés anciennes était littéralement adaptée à un certain environnement. Par exemple, on parle du piment d'Espelette. Le piment d'Espelette est une variété de piment qui pousse très bien à Espelette et dans le Pays Basque à cause du climat particulier. Si vous prenez des graines de piment d'Espelette et vous essayez de les cultiver, je ne sais pas, par exemple dans l'Aveyron, vous n'aurez pas du tout la même recette. Par contre, si vous achetez des graines d'hybride F1, vous aurez le même succès partout. Madame Flette, est-ce que... Alors, pour avoir changé de région, passé du nord au sud, il est vrai que les variétés anciennes vont donner moins de rendement en changeant de région, mais elles vont très rapidement se stabiliser, s'habituer à si son on nouveau récolte climat. les graines et si voilà, on les tout à fait. Et de toute façon, je trouve que les plantes, avec tous les changements climatiques qu'on a, ont vraiment quand ce sont des semences, je pense, vivantes, une capacité d'adaptation remarquable. Oui, c'est clair. Et cette capacité d'adaptation est simplement due à la chose suivante. Si vous avez une variété ancienne, vous la cultivez une année, il y a un problème parce qu'elle n'est pas adaptée au climat. Si vous récoltez les graines, les graines, ce que vous allez récolter, sont d'une certaine façon sélectionnées, introduisent une sélection du génome de cette variété qui va être adapté aux conditions de la récolte. Sinon, les fruits n'auraient pas mûri. Alors, le problème, si vous faites ça avec une variété moderne, ça marchera pas, elle restera toujours identique à elle-même. Tandis que les variétés anciennes, par exemple, lorsqu'on a une variété de tomates ancienne, ça représente, à l'intérieur de sa définition, vous avez un génome qui varie de façon assez importante et elle peut s'auto-sélectionner en quelque sorte, ce qui n'est pas le cas des variétés très pointues qui sont commercialisées. Qui sont des clones. Oui, qui sont des clones. Donc, il y a plus d'adaptation possible puisqu'il n'y a plus de variation à l'intérieur du génome. Elles sont toutes pareilles. Elles répondent toutes de la même façon aux critères extérieurs. Voilà. Et donc, à ce sujet, j'aurais aimé lire un texte qui vient d'être écrit par Pierre Rabhi, qui est le vice-président de Cocopelli et qui nous rappelle ce qu'est la semence. Alors, juste avant cela, je voudrais mentionner pour nos auditeurs, soit vous connaissez Pierre Rabhi, soit vous n'en avez jamais entendu parler. Si c'est cette deuxième option, c'est bien dommage parce que c'est un homme, un humaniste et un philosophe qui en particulier prône de toutes les façons possibles le retour à la vie naturelle. Et quand je dis le retour à la vie naturelle, c'est un peu le Giono des temps modernes, en quelque sorte. Et Pierre Rabhi a écrit beaucoup
de livres prônant le retour à la vie naturelle, en particulier pour les cultures. Et ce monsieur est très intéressant à lire et je recommande aux auditeurs d'aller, par exemple, dans les rayons spécialisés des grandes librairies pour voir les œuvres de Pierre Rabhi. Ils y trouveront quelque chose d'intéressant à lire. Madame Chanu, je vous ai interrompu, veuillez m'en excuser. D'accord. En parlant de Pierre Rabhi sur le sujet, je voulais aussi dire que Pierre Rabhi a coécrit avec Juliette Duquesne un livre qui s'appelle « Les semences, un patrimoine mondial en voie de disparition ». Et ça, c'est aux éditions Presse du Châtelet. Et là, je vais vous lire donc un article, un texte écrit par Pierre Rabhi dans le dernier numéro de Kaizen, le numéro 37. Et Pierre nous dit « Nous sommes aussi semences. Dès le début de mon itinéraire de paysan, je voyais des semences partout. Je savais à quel point elles étaient la base de notre alimentation et de notre survie, et comment l'humanité avait ancré son destin sur Terre en les reproduisant et en les échangeant. Par contre, je ne savais pas encore que ce trésor allait devenir un tel enjeu planétaire. Petit à petit, j'ai ouvert les yeux sur la logique perverse d'accaparement et de profit qui s'est étendue sur notre monde et a confisqué graduellement aux différents peuples le droit de se nourrir par eux-mêmes. La privatisation de ce patrimoine semencier est pour moi un véritable hold-up sur un bien commun, une spoliation totalement immorale, mais légalisée par les lois de la finance. Remplacer ce trésor libre par des chimères OGM relève d'un crime contre l'humanité. Toute culture est un ensemencement, bénéfique ou maléfique, et la situation dans laquelle nous nous trouvons face à la baisse drastique et stratégique de la biodiversité semencière est une conséquence directe des dogmes et des croyances qui nous ont inculqués. Au sein de notre modernité et de son système éducatif compétitif, l'enfant est depuis son plus jeune âge ensemencé d'une angoisse fondée sur la rivalité. Comment s'étonner ensuite que nos peurs et nos insécurités intérieures aboutissent à la logique d'insatiabilité et de destruction du vivant dans laquelle nous évoluons. Notre rapport au féminin et à ses vertus, injustement jugées faibles, ne se révèle-t-il pas aussi dans notre manière de traiter la terre nourricière? Comment en sommes-nous arrivés à servir la mort tout en détruisant la vie? Une sincère introspection sur notre raison d'être s'impose de toute urgence. La sémantique révèle la réalité psychologique qui sous-entend le matérialisme intégral dans lequel nous vivons. Ne dit-on pas d'une personne qu'elle a réussi sa vie quand elle est parvenue à accaparer des richesses au-delà de ses stricts besoins, sans pour autant ressentir la joie? Le nouveau règlement européen sur la production biologique, adopté en 2017, semble être une belle avancée pour la libération des semences traditionnelles. Cependant, les termes de matériel biologique hétérogène par lesquels elles sont désignées continuent à me questionner. Les mécanismes du vivant ne sont pas pur hasard ou coïncidence. Une seule graine, aussi petite soit-elle, recèle en elle la force considérable de faire jaillir la vie, et avec du temps, un potentiel capable de nourrir l'humanité entière. Dans son insignifiance, il y a bel et bien une intelligence. Je peux expliquer les conditions nécessaires à sa germination, mais pourquoi germe-t-elle? Cela reste une question sans réponse. Chez les peuples traditionnels, ce mystère était honoré. La semence était sacrée. Ce n'était pas un objet lucratif, mais un don de la vie. De la même manière, ils transmettaient leurs connaissances gracieusement. Ils savaient qu'elles n'étaient pas leur propriété, tout comme la terre ne leur appartenait pas. Ils prélevaient ce qui leur était nécessaire, mais n'accumulaient pas. Ainsi,
L'humain faisait preuve d'une véritable intelligence quand il était encore relié à la vie par le sacré. Nous sommes aussi semences. Nous nous reproduisons et transmettons chaque jour autour de nous un peu de ce que nous sommes. À chacun d'y veiller et de placer ses actes et ses pensées au service du vivant. C'est très profond et je pense qu'on peut souscrire à ça, mais il faut aussi regarder ce qui se passe. C'est-à-dire que l'accaparement de l'industrie semencière a tendance à interdire l'agriculture sur des variétés de plantes qui ne sont pas, ou dont les semences ne sont pas achetées à cette même industrie. C'est-à-dire tout est fait pour qu'on ne puisse pas, un agriculteur, un horticulteur ne puisse pas ressemer ses propres semences et les commercialiser. Ça veut dire qu'à terme, il y a même une situation qui est dramatique, c'est-à-dire prenez l'exemple des industries ténors dans ce domaine. Alors je ne sais pas, Limagrain, Syngenta, etc. Bon, ce sont des gens qui vendent des semences. Très bien. Imaginons que, par exemple, ces industries soient toutes achetées par un investisseur étranger. Bon. On va dire, par exemple, par les Chinois, par exemple. Bon, j'ai rien contre les Chinois, entre parenthèses, mais imaginons, par exemple, que vous ayez, mettons, les Coréens du Nord, et qui achètent toute l'industrie semencière par le système capitaliste, et d'un seul coup qui disent, écoutez, c'est terminé, on vous vend plus les semences, ou on vous les vend 3 fois plus cher. On serait véritablement extrêmement mal parce qu'il n'y a pas d'alternative. L'alternative doit pouvoir exister par l'intermédiaire des semences de ferme. Si un peu partout les producteurs de céréales, les maraîchers, ont le choix d'acheter des semences, par exemple chez Limagrain, ou ont le choix de faire leurs semences eux-mêmes, sans avoir d'interdiction législative, il y a une sécurité alimentaire qui existe. Alors, par exemple, vous avez l'exemple, ne parle pas des aliments, mais l'exemple des cultures de coton. En Inde, où d'un seul coup, par exemple, on s'est mis à commercialiser des cotons OGM pour les agriculteurs qui ensuite ont cultivé ces variétés de coton comme par hasard. Le coton OGM n'a pas donné de bonnes récoltes et ensuite ils n'ont pas pu revenir aux anciennes variétés et ça a provoqué des myriades de suicides. Enfin, ça a été une catastrophe. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que, par exemple, prenez les OGM. Alors, vous avez le langage des promoteurs des OGM. Ils disent c'est extraordinaire, on a une technique qui permet de modifier le génome des plantes pour les rendre plus résistantes, plus fécondes, plus utiles, etc. Et si toutes les personnes qui s'opposent à cela sont des arriérés. Très bien, mais il faut savoir que par exemple parmi les OGM, plus de 90% sont construits dans le but que la plante résiste à des herbicides. Et en fait, par exemple, elles sont prévues pour que la plante soit cultivée en liaison avec un herbicide, de sorte qu'on va arroser les champs où pousse la plante avec cet herbicide pour exterminer toutes les mauvaises herbes qui sont associées. Et bien entendu, ce n'est pas un OGM qui est destiné à avoir un meilleur rendement. Donc les OGM, en même temps, ont des problèmes ils se diffusent dans les champs d'à côté par un phénomène d'hybridation naturelle. Et si un OGM est conçu sans, même avec les garde-fous les plus extrêmes, il peut provoquer une catastrophe par simplement diffusion sur les cultures voisines et dissémination d'un gène désastreux. Alors, il y a évidemment maintenant les OGM, c'est presque de l'histoire ancienne, parce qu'on a la possibilité d'intervenir directement sur le génome de la plante, de même qu'on peut le faire sur le vivant avec les techniques CRISPR-Cas qui se permettent de charcuter le gène, tous les gènes à l'intérieur d'un chromosome, ce qui est quelque chose d'épouvantable parce que on risque à ce moment-là de faire une nature de Frankenstein. Donc ces choses-là doivent être vraiment, très fortement contrôlées.
Alors, on a parlé tout à l'heure des semences hybrides F1, puisqu'aujourd'hui, notre alimentation est composée uniquement de semences soit hybrides F1 dont on a parlé tout à l'heure, soit de semences OGM. Donc je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur les semences OGM et revenir précisément sur le cas indien du coton. Mais effectivement, une semence OGM aujourd'hui, un OGM, une semence est modifiée dans un unique objectif, enfin à 99,%, c'est de produire des plantes qui sont soit résistantes à ces pesticides, soit qui les produisent elles-mêmes, c'est-à-dire que la plante produit son propre pesticide, sans donc qu'on ait besoin de l'arroser. Donc ce qui nous fait dire que les OGM, si on doit les rebaptiser autrement, ce sont des plantes pesticides. Et quand on mange un OGM, on mange directement les pesticides que la plante a reçus sans mourir, ou bien que la plante a produit elle-même. En France, il y a eu un moratoire pour interdire une catégorie de plantes OGM qui sont les plantes transgéniques, c'est-à-dire les plantes qui sont obtenues par adjonction d'un gène venant d'une autre variété, d'un gène de poisson, d'une bactérie ou d'une fraise dans une tomate par exemple. Donc là, il y a apport d'un gène étranger dans la plante. On les appelle donc les plantes transgéniques. Ces plantes-là ont été interdites en France. Mais il n'en reste pas moins que toutes les cultures de plantes d'OGM qui viennent d'Amérique du Sud sur le soja, puisque le soja a été largement modifié. Bien, les sojas OGM arrivent par millions de tonnes chaque année en France pour nourrir les élevages industriels. Donc, quand on mange aujourd'hui du bœuf, du porc, du poulet qui viennent d'élevages industriels, on est en train, par leur intermédiaire, d'ingurgiter ces plantes pesticides, ces plantes qui sont des éponges à pesticides et qui créent des ravages sans précédent et sans limite sur le vivant. D'autre part, maintenant, de nouvelles techniques sont apparues pour aussi contourner cette problématique de refus des populations des OGM. Donc, il y a des nouvelles techniques. Il y en a une notamment qui s'appelle la mutagénèse, c'est-à-dire que pour obtenir exactement les mêmes choses, pour qu'on puisse obtenir des plantes qui, in fine, vont résister aux pesticides ou vont les produire elles-mêmes, on a trouvé de nouvelles techniques et donc on recombine le génome sans lui adjoindre quoi que ce soit, on enlève des séquences, on en rajoute, on les déplace et alors on a des plantes qui sont appelées des plantes mutagénées et il y a tout un effort incommensurable des lobbies pour que ces plantes mutagénées, qui sont donc des OGM, donc des plantes pesticides, donc nuisibles aux vivants, mais qu'elles ne soient pas reconnues légalement comme des OGM. Donc il y a des pressions absolument sans nom auprès des décideurs à Bruxelles. Et puis donc là, plus récemment encore, donc en 2012, il y a deux chercheuses, une française et une américaine, Emmanuelle Charpentier pour la française, Jennifer Doudna pour l'américaine, qui ont mis au point une technique de manipulation du génome qui porte un nom très barbare, qui s'appelle la méthode CRISPR-Cas9. Et en fait, cette méthode va permettre de modifier le génome de façon simple, rapide et très peu coûteuse. On l'appelle aussi le génome editing. Ça veut dire qu'il suffit d'avoir un écran d'ordinateur, un clavier d'ordinateur, et de modifier à partir de votre clavier les 4 composants du génome, les 4 bases aminées du génome, et vous pouvez faire du copier-coller avec ces 4 bases et obtenir de nouveau ces OGM à partir de ces techniques qui sont extrêmement simples. Alors,
Bien sûr que ces techniques, elles ont été mises au point dans le but proclamé de soigner des maladies, mais quand on pense que l'essentiel de ces maladies, elles viennent d'un environnement toxique et qui est créé par ces mêmes produits dérivés des OGM dans les champs, on se dit qu'on est en train de marcher littéralement sur la tête. Et cette technique est en train d'envahir tous les règnes. Je vous interromps pour reprendre un peu ce que vous avez dit. Il faut savoir que dans les élevages industriels, par exemple, de bovins, pour faire de la viande de bœuf, pour ne pas la nommer, eh bien, en fait, les animaux sont nourris de tourteaux de soja. Pourquoi du soja? Parce que c'est une plante qui contient des protéines. Les protéines, c'est la brique essentielle des muscles. Donc, lorsque vous nourrissez un bovin avec des tourteaux de soja, il grossit plus rapidement et il va donner de la viande en moins de temps que si vous lui donnez seulement de l'herbe. Et le vrai problème de cela, c'est que, en fait, comme vous l'avez dit, ce soja est en général un soja OGM qui vient d'Amérique du Sud parce que le soja ne pousse pas bien en France. C'est pas une plante ça pousse beaucoup mieux en Brésil qu'en France, donc on va acheter du soja au Brésil qui lui ne s'embarrasse pas de questions d'OGM. Alors cette question est très mauvaise parce que en fait on constate que les bovins qui sont tués jeunes pour donner de la bonne viande, eh bien on n'attend pas suffisamment pour voir les effets de ces plantes sur leur alimentation. Mais des expériences qui ont été faites avec du maïs hybride, je ne vais pas citer la marque, mais qui a été fait pour être ce qu'on appelle Roundup Ready, c'est-à-dire disons résistant au Roundup. Maïs OGM. Hein. Oui, OGM. maïs OGM, a provoqué, les agriculteurs allemands ont constaté que les animaux qui étaient nourris avec ces maïs attrapaient des maladies et n'étaient pas du tout identiques aux maïs aux bestiaux qui mangeaient du maïs non OGM. Ce qui veut dire que tout ça n'est absolument pas neutre et on est en train d'empoisonner notre alimentation sans le savoir. Alors, je donne rendez-vous à nos auditeurs dans quelques minutes pour la suite de notre émission. Nous arrivons à la coupure médiane et je vous assure que la suite sera encore plus intéressante que ce début.